Vous savez, après presque 70 ans sur cette terre, je pensais avoir tout vu. Il s'avère que la vie réserve encore des surprises à un vieil homme comme moi. Je m'appelle Walter Bennett, et il y a 3 jours à peine, mon monde a basculé d'une manière que je n'avais jamais anticipée. C'est arrivé à Cedar Falls, dans l'Iowa, par un après-midi nuageux d'avril. Je revenais tout juste d'un week-end au lac Supérieur, mon escapade annuelle pour un peu de pêche et de calme. J'ai garé mon vieux Ford F-150 cabossé jusqu'au bord du trottoir de ce qui était autrefois ma maison. Seulement, au lieu d'un accueil chaleureux, j'ai trouvé le chaos. Il était là, ma vie, empilée dans des cartons en lambeaux à côté de la benne à ordures de la ville, le contenu se déversant comme si on avait renversé 40 ans de souvenirs juste pour voir ce qui allait se briser. Il y avait ma photo de mariage, le sourire de Joanne, fissuré sur la vitre. Mon vieux sac de l'armée, déchiré, des médailles mêlées à des chaussettes et des outils usés. La montre qu'elle m'avait offerte pour nos 25 ans, gisant face contre terre dans une flaque d'eau. Mon matériel de pêche, cassé et éparpillé, les hameçons emmêlés avec une spatule tordue et des cartes de Noël défraîchies. Je restais planté là, le regard fixé, la main toujours agrippée au volant, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas réel. Mes genoux craquèrent en sortant, mes bottes crissant le gravier. J'ai ramassé la montre abîmée, gorgée d'eau, probablement finie. J'ai trouvé le médaillon de Joanne dans la poussière, la boue s'accumulant autour de la chaîne. Sa bague, destinée à Emily, ma petite fille un jour, avait été jetée près d'une canette de soda écrasée. Mon nom était encore écrit de sa main sur certaines boîtes, l'encre brouillée par la bruine. L'espace d'une seconde, j'ai essayé de croire à une erreur. Quelqu'un avait sûrement fait une erreur. Mais personne ne commet une erreur aussi grave. J'ai fait un pas en arrière et j'ai regardé la maison. Toutes les fenêtres étaient sombres. La balancelle où j'observais les lucioles avec mon petit-fils, Noah, avait disparu. Le paillasson, Home Sweet Home, était roulé et jeté à la poubelle. J'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Ma clé, celle que j'avais depuis 15 ans, ne bougeait pas. Ils avaient changé la serrure. Mes mains tremblaient, la colère et la douleur se mêlaient. J'ai sorti mon téléphone. Mon fils, Brian, allait m'expliquer, pensais-je. Il décrocherait et dirait qu'il y avait un malentendu. L'appel est tombé sur la messagerie. Bonjour, vous êtes bien Brian Bennett. Laissez un message. J'ai essayé d'appeler ma belle-fille, Tina. Directement sur la messagerie, son message était bref et concis. Je me sentais comme un fantôme, debout sur mon porche. Je les avais aidés à acheter cette maison alors qu'il n'était pas admissible, j'avais dépensé mon épargne retraite pour couvrir la compte. J'avais payé les factures, réparé les fuites, gardé leurs enfants pour qu'ils puissent travailler tard. Tout ça pour ça. Pour le plaisir de voir mes affaires jetées comme des ordures, ma maison verrouillée contre moi. La rue était silencieuse, comme si personne ne voulait admettre ce qui s'était passé. Les voisins jetaient un coup d'œil, puis tiraient rapidement les rideaux. Même le vieux Frank, qui m'avait emprunté ma souffleuse à neige chaque hiver, gardait ses distances. J'ai essayé de m'asseoir sur une chaise de jardin récupérée dans la poubelle. Mon téléphone a vibré au juste un spam de la pharmacie, pas de ma famille. J'ai essayé de rappeler Brian, puis Tina. Rien. Pas de réponse, pas d'explication. Les heures passèrent. Le ciel vira au violet, les lampadaires clignotèrent, et j'attendais toujours. Enfin, une voiture familière s'arrêta, la Chevrolet de Brian, avec Tina au volant. Ils en sortirent, l'air fatigué, mais pas surpris de me voir. Que se passe-t-il ? Demandai-je en me levant et en désignant le désordre. Pourquoi mes affaires sont dehors ? Pourquoi je ne peux pas entrer ? Tina ne m'a même pas regardé. Elle a ouvert le coffre, en a sorti des sacs de courses et m'a dit « On n'a plus besoin de toi ici, Walter. » Comme ça. Comme si j'étais un employé devenu inutile. Brian traîna les pieds, les yeux rivés au trottoir. « Désolé, papa. Ça ne marchait plus. On a besoin de notre espace à nous, marmonna-t-il d'une voix caverneuse. Mon cœur battait fort. C'est ma maison. Je l'ai payée. Tina m'interrompit avec un sourire crispé. Tu l'as payée, oui. Mais maintenant,
il est temps pour toi de partir. Tu es vieux, tu fais du bruit, tu prends de la place. On veut retrouver nos vies. J'ai essayé de joindre Brian, de retrouver ce petit garçon qui m'avait un jour supplié de lui apprendre le baseball. Mais je n'ai vu qu'un homme que j'ai à peine reconnu, les épaules affaissées, les mains dans les poches, silencieux comme une pierre. J'ai demandé, où suis-je censé aller? Tina a haussé les épaules. C'est ton problème. Ne reviens pas. Et n'essaie pas d'ouvrir la porte, sinon on appelle la police. Elle éteignit la lumière du porche. La porte claqua. Je restai là, seul dans le froid, le cœur brisé, mais soudain, brûlant d'une étrange et tenace détermination. Ils pensaient pouvoir me jeter dehors comme un déchet, m'effacer et s'en tirer impunément. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon camion, juste devant la maison que j'avais construite pour ma famille. Ce n'était pas la première fois que je dormais à la dure. L'entraînement militaire est toujours là, mais il n'y a rien de plus froid que de regarder les lumières de son propre salon s'allumer de l'extérieur. J'ai serré mon manteau plus fort et j'ai essayé de ne pas penser à comment j'étais arrivé là. Toutes ces années, anniversaires, vacances, genoux écorchés et dents perdues ou effacées comme la craie sur le trottoir sous la pluie. Au matin, je savais ce que je devais faire. J'ai rassemblé ce que je pouvais sauver, le médaillon de Johan, le vieux gant de baseball de Noah, la pile de Polaroid décolorés, quelques chemises de travail. J'avais laissé certaines choses derrière moi. La télévision était fissurée, le fauteuil inclinable ruiné. Qu'ils la prennent, me suis-je dit. Qu'ils la prennent. Les souvenirs étaient à moi. Je me suis rendu au seul restaurant de Cedar Falls dont je savais qu'il serait ouvert tôt, le Twin Piney Diner. À l'intérieur, l'odeur de café brûlé et de crêpes m'a envahi comme un souvenir. J'ai pris une banquette près de la fenêtre. La serveuse, Ellie, m'avait servi plus de café que je ne pouvais en compter. Elle a jeté un coup d'œil à mes vêtements froissés et à mes yeux gonflés, mais n'a rien demandé. Elle a juste versé le café, a laissé la cafetière et m'a serré doucement l'épaule. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un plan. J'avais encore ma pension, un peu d'argent de côté grâce à mes petits boulots et, surtout, tous les papiers que j'avais pris la peine de conserver. Brian et Tina avaient sous-estimé la capacité d'un vieil homme à accumuler des reçus. Tout en sirotant mon café amer, je triais les dossiers dans ma mallette cabossée. Relevé de prêt immobilier. Avis d'imposition. L'acte authentique, l'écriture de Johan sur l'enveloppe. Tout était à mon nom. Soudain, je réalisais quelque chose d'important, Brian et Tina n'y figuraient pas. Pas de co-signataire, pas de copropriétaire, pas de bail. Ils m'avaient toujours traité comme un invité chez moi, mais légalement, c'étaient eux les invités. J'ai terminé mon petit déjeuner et me suis rendu directement au tribunal du comté. J'étais peut-être grand-père, mais je savais comment remonter les traces écrites. Le greffier, un type à l'air ennuyé portant un sweatshirt des Hawks, a jeté un coup d'œil à mon dossier et a sifflé. « Vous avez tout ce qu'il vous faut, monsieur Bennett. » « Que vous faut-il ? » « Je veux savoir à qui appartient le 143 Maple Lane, ai-je dit d'une voix ferme. Il a tapoté sur l'ordinateur, puis a fait pivoter l'écran pour que je puisse le voir. Et voilà, Walter L. Bennett, unique propriétaire. Une sensation de soleil m'a traversé la poitrine. Pour la première fois depuis que j'avais vu ma vie s'écrouler, j'ai ressenti de l'espoir plutôt que de la défaite. Je pouvais arranger ça. Je pouvais obtenir justice. Mais d'abord, j'avais besoin de conseils. J'ai appelé mon vieil ami Charlie Morgan, un avocat à la retraite qui passait la plupart de ses journées au poste de la Légion américaine. Charlie était un dur à cuire, le genre d'homme qui ne lâchait jamais prise s'il savait qu'il avait raison. Je l'ai retrouvé autour d'une partie de domino, toujours vif d'esprit. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ses yeux ont brillé de colère. « Ils t'ont mis à la porte de chez toi, grommela-t-il. Eh bien, ils vont avoir droit à une leçon de droit de propriété, mon ami. Il m'a aidé à rédiger une lettre officielle, une demande de possession immédiate, avec un rappel que toute tentative de refuser l'entrée ou de confisquer un bien constituait une infraction. Charlie est même revenu avec moi, juste pour s'assurer que je ne perde pas mon sang-froid. Cet après-midi-là, je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai frappé.
Pas de réponse. J'ai scotché la lettre à la fenêtre, juste à côté d'un panneau « Bienvenue », qui me semblait maintenant une mauvaise blague. Charlie a hoché la tête, satisfait. Attendez un jour. S'ils ne répondent pas, on parlera au shérif. J'ai passé le reste de la journée à la bibliothèque municipale, à me renseigner sur les lois de l'Iowa en matière d'expulsion et les droits des propriétaires. J'étais fatigué, mais chaque mot que je lisais me rendait plus fort. Toutes ces années à être rejeté, à voir mes conseils ignorés, à m'entendre dire que je n'étais qu'un obstacle où tout s'est estompé à mesure que je me souvenais, j'avais construit cette vie. J'avais construit cette famille. Et s'il le fallait, j'en construirais une nouvelle aussi. Le soir tomba et je retournai à mon camion. Je levai les yeux vers les fenêtres de ma maison, la lumière se déversant sur le jardin. Je pouvais presque apercevoir la silhouette de Johan dans la cuisine, fredonnant en cuisinant. Pendant un instant, je me laissai manquer, sa chaleur, ses rires. Mais ensuite, je redressai les épaules. Elle ne voudrait pas que j'abandonne. Johan disait toujours, « Walt, tu es plus coriace que tu n'en as l'air. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère et obstiné. Demain, j'irai voir le shérif. Et là, je verrai ce que Brian et Tina avaient à dire pour leur défense quand, pour une fois, la loi serait de mon côté. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, j'attendais devant le bureau du shérif du comté de Black Hawk qu'on ouvre les portes. C'était une matinée grise et humide, mais j'ai ressenti une étincelle de détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'adjoint au bureau, un grand garçon, probablement fraîchement sorti de l'université, a levé les yeux de son café. « Pour vous aider, monsieur ?» Je lui ai tout raconté, comment j'étais rentré chez moi et que ma vie avait été abandonnée, comment mon fils et ma belle-fille avaient changé les serrures et m'avaient mis dehors, comment la maison m'appartenait légalement. Il m'a écouté en silence, puis a pris mes papiers et a disparu à l'arrière pendant une bonne dizaine de minutes. À son retour, il a amené un autre officier au plus âgé, plus costaud, avec un air sérieux qui m'a rappelé le sergent qui m'avait un jour engueulé pendant mon entraînement de base. « Monsieur Bennett, dit-il, d'après ce que je vois, vous êtes l'unique propriétaire du bien. Ce que vous décrivez n'est pas seulement un litige familial, cela pourrait être considéré comme une expulsion illégale et une destruction de propriété. Vous avez des options. » Options. J'ai aimé ça. L'agent m'a expliqué les étapes, je pouvais demander une expulsion immédiate. Je pouvais signaler la perte et la destruction de mes biens. Ou, si je préférais gérer la situation discrètement, je pouvais demander au bureau du shérif de leur signifier une mise en demeure de quitter les lieux. Les gens n'aiment pas qu'une voiture de police s'arrête devant chez eux, a-t-il dit en souriant. J'ai signé les papiers sur le champ. L'agent m'a assuré que quelqu'un me remettrait la vie dans les 24 heures. Passez un moment, monsieur Bennett. Vous n'êtes pas seul. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'à un motel bon marché, le genre de motel où le néon « Vacances » semblait ne jamais s'éteindre. Ce n'était pas un chez-moi, mais il y avait un lit, une salle de bain et que Dieu les bénisse. Un bon café dans le hall. Allongé là, les yeux rivés au plafond, je pensais à tout ce que j'avais perdu, mais aussi à tout ce qui me restait, ma raison, mon nom et la volonté de me défendre. Le téléphone a sonné juste après le coucher du soleil. C'était Charlie. « Walt, tu ne vas pas le croire. Brian m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait une notice du shérif collée sur la porte et qu'il était furieux. Il voulait parler. » J'entendais la satisfaction dans la voix de Charlie. « Laisse-le mijoter, dis-je. Laisse-le se demander ce qui va suivre. » Mais une part de moi voulait entendre ce que Brian dirait. Face à la réalité, le vieil homme qu'il avait mis de côté n'était pas aussi impuissant qu'il en avait l'air. J'ai dit à Charlie que je retrouverais Brian dans un lieu public, pas à la maison où finit les histoires à leurs conditions. Nous avons choisi Riverside Park, un endroit avec une table de pique-nique et suffisamment d'espace pour que les esprits se calment. Quand je suis arrivé, Brian m'attendait déjà. Il avait l'air affreux, hagard, les yeux rouges, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Papa, qu'est-ce que tu essaies de faire » a-t-il demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, me défendre, dis-je doucement. Toi et Tina m'avez enfermé dehors.
Vous avez ruiné ma vie. Il secoua la tête. Tina dit que tu rendais la vie impossible là-bas. Que tu ne respectais pas les limites. Tu es trop vieux jeu, papa. Les temps ont changé. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère que j'essayais de contenir. Les temps ont peut-être changé, Brian, mais pas le respect. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Il fixait le sol. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Eh bien, si. Et maintenant, toi et Tina devez trouver un autre endroit où vivre. La loi est de mon côté, fiston. Pendant un long moment, il resta silencieux. Finalement, sa voix se brisa. Où allons-nous? J'avais presque pitié de lui, mais je me suis souvenu du regard froid de Tina, de sa façon de dire que je n'étais pas nécessaire. Ce n'est plus mon problème, Brian. Tu as fait tes choix. Je l'ai laissé là, à contempler la rivière, et je suis retourné à mon camion. Je me sentais plus léger, plus fort que depuis des mois. On m'avait poussé dehors, rejeté, rendu invisible. Mais j'étais toujours là, et pour la première fois depuis des années, je prenais mes propres décisions. De retour au motel, j'ai appelé Charlie pour le remercier. Tu as bien fait, Walt, m'a-t-il dit. Il serait temps que quelqu'un leur apprenne que la famille n'est pas un simple passe-droit. Allongé dans mon lit de motel, je fixais le plafond et pensais à Joanne. Je l'imaginais souriante, fière du vieil homme têtu qu'elle avait épousé. Pour la première fois depuis longtemps, je dormais profondément, rêvant de nouveaux départs, et non de fins amères. Demain, je verrai si Brian et Tina auraient la décence de m'affronter une dernière fois avant l'arrivée du shérif. Sinon, je recommencerai à zéro, à mes conditions, en gardant ma dignité intacte. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Mais j'étais Walter Bennett, et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin de ma conversation avec Brian, j'ai quitté le Cedar Inn, chargé ma valise cabossée dans le F-150 et repris la route vers Maple Lane. La ville s'éveillait, des joggeurs esquivant les flaques d'eau, des enfants à l'arrêt de bus, la radio locale diffusant Johnny Cash et lisant des rapports de chiens perdus. J'étais nerveux, je ne vais pas mentir. Mais surtout, j'étais déterminé. Il était temps de reprendre ma vie en main, morceau par morceau. Je me suis garé en face de mon ancienne maison et j'ai observé. Un instant, j'ai cru surprendre Brian et Tina en train de sortir plus tôt que prévu. Mais le seul mouvement était le drapeau sur le porche, à peine agité par le vent de l'Iowa. J'ai attendu, le cœur battant, jusqu'à ce que la voiture du shérif s'arrête. Un adjoint en uniforme, l'agent Carter, en est sorti, un presse-papier à la main et un air bienveillant. Il m'a fait un signe de tête. « Monsieur Bennett, prêt ?» « Comme je le serai toujours, » répondis-je. Ensemble, nous avons traversé la rue. Carter a frappé fermement à la porte. Au début, rien. Puis la voix de Tina, plus aiguë que jamais, a traversé la vitre. « Qui est-ce » ? « Bureau du shérif, madame. Nous avons reçu une notification légale pour prise de possession immédiate. Veuillez ouvrir. » Un silence. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Tina se tenait là, les bras croisés, un sourire forcé aux lèvres. Brian était derrière elle, les épaules affaissées, sans croiser mon regard. L'adjoint a remis les papiers. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Monsieur Bennett est le propriétaire légal. Toute tentative d'intrusion sera considérée comme une intrusion. Tina lut la lettre, les lèvres pincées. C'est une erreur. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. On vit ici depuis des années. L'agent Carter garda une voix neutre. Vous ne figurez ni sur l'acte de propriété ni sur l'hypothèque. Vous êtes des invités. Vos droits d'invité sont résiliés. Brian m'a finalement regardé et, l'espace d'une seconde, la peur et le regret ont traversé son visage. Papa, s'il te plaît. J'ai secoué la tête. Tu as fait ton choix, Brian. Je ne discuterai plus. L'adjoint m'a fait entrer. La maison avait changé, mon fauteuil avait disparu, les photos de famille avaient été remplacées par les décorations de ferme de Tina, l'air sentait une bougie neuve au lieu de la vanille de Joanne. J'ai traversé le salon, la tête haute, et j'ai récupéré les quelques objets qu'il n'avait pas jetés.
Ma boîte à outils était toujours au garage, heureusement. Ma vieille Bible, celle que Johan m'avait offerte pour notre premier Noël, était glissée sur une étagère de la buanderie, mais elle était en sécurité. Tina se tenait là, les bras croisés. Où veux-tu qu'on aille, Walter? On a du travail ici, les écoles des enfants. Je la fixais, la femme qui m'avait dit que je n'étais pas nécessaire, et je ne ressentais qu'une froide détermination. C'est à toi et Brian de trouver une solution. Je t'ai donné des années, Tina. Des années. Tu ne voulais pas de famille, tu voulais un parrain. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Ni colère, ni agacement, mais de la peur. La prise de conscience que parfois, les conséquences sont réelles. L'adjoint a terminé son travail et m'a donné une carte. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous. Nous veillerons à ce que la transition se déroule sans problème. Après leur départ, je me suis assis dans la cuisine vide, écoutant l'écho du silence là où jadis résonnaient les rires. J'étais de nouveau seul. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais de compte à rendre à personne. Il y avait de la douleur, certes, mais il y avait aussi de la liberté. Ce soir-là, j'ai emménagé ce qui me restait de vie dans un minuscule 2 pièces à la sortie de la ville. La propriétaire, Madame King, une veuve âgée à la langue bien pendue et au cœur tendre, m'a accueilli. « Tu n'es pas le premier grand-père à venir s'installer ici », m'a-t-elle dit en me tapotant l'épaule. « Fais comme chez toi. Un nouveau départ, c'est bon pour l'âme. » J'ai déballé le médaillon de Johan, les vieilles photos et ma Bible. L'appartement était calme, mais il était à moi. Je me suis assis sur le canapé neuf, d'occasion, j'ai contemplé les lampadaires du parking et j'ai laissé retomber le poids de la journée. Je me demandais comment Brian et Tina se sentaient maintenant si le regret avait finalement remplacé le sentiment de droit. J'ai passé la journée suivante à ranger mes papiers, à rencontrer Sandra de Walsh Realty pour mettre la maison en vente et à prendre un café avec Charlie à la Légion. Charlie m'a tapé dans le dos. « Tu as réussi, Walt. Tu n'as pas juste pris ce que la vie t'a donné, tu l'as rendu sans hésiter. » J'ai souri. « C'est bizarre, Charlie. C'est bizarre, mais c'est vrai. » Cette nuit-là, alors que je m'endormais dans une pièce remplie uniquement de mes souvenirs, j'ai réalisé quelque chose: quand une porte se ferme, vous pouvez vraiment en ouvrir une autre, si vous êtes assez courageux pour tourner la clé. Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. La phase suivante était sur le point de commencer et cette fois, je n'étais pas le seul à en subir les conséquences. Pendant les 48 heures qui ont suivi, la maison de Maple Lane a été un tourbillon de mouvements et de bruit. J'ai regardé depuis ma fenêtre Brian et Tina charger leur SUV de carton, chaque voyage plus lourd que le précédent. Chaque fois que je les voyais, je voyais disparaître leur confiance d'antan et davantage la panique qui accompagne les moments où la vie nous échappe. La nouvelle s'est vite répandue en ville. C'est comme ça dans les petites villes. À la station-service, la caissière, Dieu merci, elle me connaissait depuis que Johan était encore en vie, m'a demandé si ce qui s'était passé était vrai. J'ai toujours pensé que Brian était un bon garçon, a-t-elle dit, mais tu méritais mieux. Même le facteur m'a adressé un signe de tête et un large sourire. Pendant des années, j'avais été invisible chez moi. Soudain, les gens se souvenaient de mon existence. Charlie est resté en contact. Prêt pour la suite, Walt, a-t-il demandé. Sandra a déjà des acheteurs en vue. Cedar Falls est un marché vendeur ces temps-ci. Tu pourrais en tirer un prix plus élevé que tu ne l'aurais jamais imaginé. C'était une sensation étrange de quitter cette vieille maison. J'avais mis tant d'énergie dans chaque planche et chaque clou, peint les murs moi-même, réparé la véranda, planté l'érable devant avec Brian alors qu'il était à peine assez grand pour tenir une pelle. Mais en la regardant maintenant, vide et résonnante, je réalisais que j'avais déjà dit au revoir bien avant qu'il ne me mette à la porte. 2 jours plus tard, le shérif est revenu, cette fois avec un avis d'expulsion pour Brian et Tina. Ils ont essayé de discuter, surtout Tina aimait la loi et la loi. Le shérif m'a remis les clés devant eux deux. « Vous êtes le propriétaire, monsieur Bennett », a-t-il dit. « Tout est à vous. » Brian se tenait là, valise à la main, le visage blême. « Papa, on peut juste parler de ça ? S'il te plaît. » Tina a perdu son travail, les enfants sont bouleversés, on n'a nulle part où aller.
Sa voix n'avait plus rien de son arrogance d'antan. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pendant un instant, j'ai revu le petit garçon effrayé qui se glissait dans mon lit pendant les orages. J'avais mal au cœur, mais je suis resté calme. Tu as fait ton choix, Brian. Je t'ai tout donné, ma confiance, mes économies, ma maison. Tu m'as jeté dehors comme un déchet. Maintenant, tu vas voir ce que ça fait de voler de ses propres ailes. Tina m'a fusillé du regard. Tu fais ça pour te venger. J'ai secoué la tête. Non, Tina. Je fais ça par respect. Pour moi-même et pour la mémoire de Joanne. Vous avez toutes les deux oublié ce que ça signifie. Ils partirent sans un mot, grimpant dans leur SUV surchargé et s'éloignant dans la grisaille matinale de l'Iowa. La maison était silencieuse, enfin à nouveau mienne, mais on aurait dit un musée plus qu'une maison. Sandra de Walsh Realty est arrivée avec une équipe de tournage pour prendre des photos pour l'annonce. Belle structure, Monsieur Bennett, a-t-elle dit en inspectant la cuisine. Ça va se vendre vite. Pendant qu'elle travaillait, j'ai parcouru les pièces une dernière fois. La peinture était éraflée, la moquette un peu usée, mais chaque recoin était chargé de souvenirs. Je me suis arrêté près de la fenêtre où Joanne prenait son thé, regardant l'érable. L'espace d'un instant, je me suis laissé tout ressentir, la perte, la trahison, la fierté et l'étrange liberté nouvelle que procure le fait de pouvoir enfin s'affirmer. Ce soir-là, j'ai dîné avec Charlie à la Légion. Nous étions assis à une table dans un coin, juste deux vieux messieurs mangeant du pain de viande et racontant des histoires. Tu sais, Walt, dit Charlie, la plupart des gens n'ont jamais la chance de prendre un nouveau départ à notre âge. Mais te voilà, avec une page blanche. J'ai levé mon verre. À un nouveau départ, alors. Il sourit. Et de ne laisser personne nous traiter comme si nous étions morts. J'ai bien dormi cette nuit-là pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, Sandra m'a appelé, vous avez 3 offres, Monsieur Bennett. Toutes supérieures au prix demandé. Quand pouvez-vous venir signer? J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. Il n'était pas grand-chose, mais il était à moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Non pas l'espoir fragile et désespéré de quelqu'un qui attend qu'on ait besoin de lui, mais l'espoir solide d'un homme qui connaît sa valeur. Le monde n'était pas terminé quand la porte s'était refermée derrière moi. Elle s'était simplement ouverte ailleurs. Mais il restait une chose à faire, et je n'allais pas la fuir. Brian et Tina devraient affronter leurs erreurs et moi aussi. Parfois, le pardon est l'étape la plus difficile, mais peut-être, juste peut-être, c'est celle qui libère. Avec la maison en vente et les offres qui s'accumulaient, la vie a commencé à s'accélérer plus vite que prévu. Pendant des semaines, je me suis senti invisible, jetable. Soudain, j'étais l'homme dont tout le monde avait besoin, un vendeur, un voisin, et même, étrangement, le père que mon fils recherchait. Il était tard dans l'après-midi quand Brian est arrivé à mon appartement. J'étais en train de préparer du café, en train de trier un carton de vieilles lettres et de photos, quand j'ai entendu frapper. Un instant, j'ai pensé ne pas répondre, le laisser de l'autre côté de la porte comme il m'avait laissé dans le froid. Mais la curiosité et, je l'avoue, un espoir tenace m'a fait ouvrir. Il se tenait dans le couloir, les cheveux en bataille, la chemise froissée, les yeux cernés d'inquiétude. L'espace d'une seconde, il redevint un enfant, le même garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin. « Papa, dit-il d'une voix tendue, on peut parler ?» Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à ma petite table de cuisine, celle que le petit-fils de Madame King avait montée dans les escaliers pour moi quand j'ai emménagé. Il a regardé autour de lui, remarquant les meubles bon marché et le manque d'encombrement, et j'ai vu une lueur de honte dans ses yeux. « Je suis désolé, dit-il soudain, la voix brisée. On avait tort. Tina et moi, on était stressés, on se disputait à propos d'argent, à propos des enfants. Je t'ai accusé de choses qui n'étaient pas de ta faute. Je l'ai laissé me convaincre que tu étais juste un obstacle. » Il regarda ses mains, les tordant comme s'il implorait son pardon. « C'est devenu plus facile de te traiter comme un problème plutôt que comme mon père. Et maintenant, j'ai tout perdu. La maison, mon travail,
Tina est partie vivre chez sa sœur à Des Moines. Les enfants sont perdus. Et moi? Il déglutit. Je ne sais pas quoi faire. J'écoutais en silence, le cœur lourd, mais sans colère. Je repensais à toutes ces nuits passées dans ma chambre, à me demander ce que j'avais fait pour mériter d'être expulsé, alors qu'en réalité, il ne s'agissait pas de mériter, mais d'oublier l'essentiel. Au bout d'un moment, j'ai pris la parole. Brian, je ne peux pas réparer tes erreurs à ta place. Mais je peux te pardonner. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'en ai besoin. Pour Joanne, pour moi, pour ce que la famille est censée signifier. Il hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Maman me manque. Le passé me manque. J'aimerais pouvoir tout effacer. J'ai tendu la main par-dessus la table et l'ai posée sur la sienne. On ne peut pas revenir en arrière, fiston. Mais on peut aller de l'avant. Ça commence par être honnête avec toi-même, avec tes enfants, avec moi. Il hocha de nouveau la tête, respirant mieux. Merci, papa. Je ne m'attends pas à ce que tu me laisses revenir dans ta vie, pas après ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je ferai mieux. Je serai meilleur. Il se leva, s'essuya les yeux et s'arrêta devant la porte. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. S'il te plaît. Je le regardais traverser le couloir, ses pas lents mais assurés. Pour la première fois depuis le début, je sentais une véritable paix m'envahir. Ce n'était pas la fin dont j'avais rêvé, mais peut-être était-ce celle dont nous avions tous les deux besoin. Quelques jours plus tard, Sandra m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, la maison était sous contrat, la vente étant finalisée en un peu plus d'une semaine. Je me suis rendu seul à la signature, j'ai signé les papiers d'une main ferme et j'ai remercié Sandra pour sa gentillesse et sa patience. Elle m'a tendu le chèque au plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un seul coup et m'a souri. Vous avez bien fait, monsieur Bennett. Parfois, recommencer est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Après la vente, je me suis promené dans la ville qui avait été ma résidence pendant tant d'années. Je me suis rendu sur la tombe de Joanne, j'ai laissé un tournesol sur la pierre et je suis resté assis tranquillement un moment, lui parlant comme le font les vieillards quand personne n'est là pour les écouter. J'ai réussi, Joanie, murmurai-je. J'ai enfin réussi à me défendre. J'espère que tu seras fier. De retour à mon appartement, je me suis servi un café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la pluie printanière brouiller les lampadaires. J'ai repensé aux années passées à donner, à la gentillesse parfois prise pour de la faiblesse, et à la difficulté de se libérer des vieilles blessures. Mais j'avais appris quelque chose en cours de route, sur les limites, sur la dignité, sur le pouvoir de simplement refuser d'être effacé. Et j'ai réalisé, la meilleure vengeance n'était peut-être pas la vengeance. Peut-être était-ce de bien vivre, la tête haute et le cœur ouvert, même après tout ce qui s'est passé. Il reste encore un chapitre à écrire. Le lendemain de la vente de la maison, je me suis réveillé sous les rayons du soleil qui filtraient à travers les stores de mon petit appartement. J'ai préparé du café, fait cuire quelques œufs au plat et me suis assis à la table de la cuisine, le chèque de la maison posé devant moi un étrange symbole de perte et de nouveau départ. J'ai regardé autour de moi dans mon 2 pièces et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le calme. Pas vraiment le bonheur, mais une sorte de paix solide qui naît de la tempête et de la certitude d'être encore debout. J'ai passé cette semaine à régler mes affaires, rembourser mes dettes, sortir mes dernières affaires du garde-meuble et donner le reste à ceux qui en auraient plus besoin que moi. J'ai gardé le médaillon de Joanne, la vieille Bible et un album photo abîmé. J'ai réalisé que presque tout le reste n'était que du poids. Je n'avais pas besoin de me rappeler que j'avais été jeté. J'avais besoin d'espace pour de nouveaux souvenirs, quels qu'ils soient. Un après-midi, alors que je revenais du marché, j'ai aperçu une petite fille et sa mère qui peinaient à réparer un pneu de vélo crevé devant mon immeuble. La fillette peut-être 7 ans, avec des taches de rousseur et une dent de devant manquante reniflait. Sa mère semblait stressée, tâtonnant avec la pompe. Quelque chose en moi a changé. Je me suis agenouillé, j'ai proposé mon aide et, en 5 minutes, j'avais réparé le pneu et la fillette avait retrouvé le sourire. Merci, monsieur Bennett, a dit sa mère. Nous n'avons plus personne de disponible dans la famille depuis la mort de mon père. Je suis entré, le cœur chaud.
Ce petit moment m'a rappelé qu'être utile, être gentil, ne signifie pas se laisser exploiter. Il s'agit de partager ce que l'on a et de savoir fixer des limites. Quelques jours plus tard, Brian a appelé. Sa voix était plus posée qu'avant. Papa, j'ai trouvé un nouveau travail. Pas grand-chose, mais c'est un début. Les enfants vont mieux. J'essaie, comme tu l'as dit. Je sais que tu le es, Brian. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il y eut un silence. Je passerai la semaine prochaine. Si tu veux me rendre visite. Je serai là, dis-je, et je le pensais. Ce samedi-là, Charlie et moi sommes allés à la fête foraine. Nous avons regardé les enfants faire de la grande roue, manger des beignets et raconter des histoires. Et maintenant, Walt, a-t-il demandé en souriant. Maintenant? Je pense que je vais voyager un peu. Peut-être revoir de vieux amis, essayer de pêcher à nouveau sur le lac supérieur, juste pour moi cette fois. Il m'a tapé sur l'épaule. Tu l'as bien mérité. Ce soir-là, assis sur mon petit balcon, à la tombée de la nuit, j'écoutais les bruits de la ville, les enfants qui jouaient, une radio au loin, le bruit des voitures sur la chaussée mouillée. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas qu'on me dise quoi faire ou aller. Je n'étais ni le fardeau, ni le compte en banque, ni le plan de secours de personne. J'étais juste Walter Bennett. Grand-père. Ami. Un homme qui avait tout perdu et qui, d'une manière ou d'une autre, s'était retrouvé. Avec le recul, tout cela me semble être une étrange et dure leçon d'amour, combien il est facile d'oublier de dire merci, combien vite les gens peuvent vous prendre pour acquis et combien il est important de rester ferme, même quand cela fait mal. Mais je ne détestais plus Brian ni Tina. J'espérais qu'ils avaient appris aussi. J'espérais qu'ils traiteraient mieux leurs propres enfants, qu'ils se rappelleraient ce que signifie la famille. Et si jamais ils avaient vraiment besoin de moi non pas pour de l'argent, mais pour de l'amour ou des conseils, je serais là. Je ne fermais pas la porte, je passais à autre chose. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, j'ai senti Johan tout près, son rire dans le vent, son espoir dans mon cœur. J'ai levé un verre de thé glacé vers le ciel paisible et murmuré, on s'en est bien sorti, Johanny. J'ai enfin appris à dire ça suffit. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer. Quelque part, sur la route, il y aura de nouvelles histoires, de nouveaux amis, et peut-être même un peu plus de pardon. Je ne sais pas où cela m'amènera, mais pour la première fois depuis des années, je sais que j'y arriverai par mes propres moyens. Voilà à quoi ressemble la liberté. Et si jamais vous passez par Cedar Falls et que vous croisez un vieil homme en train de pêcher à l'aube, saluez-le avec votre chapeau. On ne sait jamais, il a peut-être une histoire intéressante à raconter.